Bonjour. Dernièrement, je vous faisais une vidéo présentant certaines absurdités que nous avons constatées dans la crise sanitaire actuelle. Mais vous le savez, les choses évoluent maintenant tellement vite que d'autres sont apparues plus stupéfiantes encore, purement incroyables. C'est à se demander jusqu'où ira le surréalisme. Et pourtant, en Belgique, on s'y connaît en matière de surréalisme. Mais cette fois, même Magritte est complètement dépassée. On ne sait plus si l'on est encore dans un monde normal ou bien un monde orwellien, s'il faut en rire ou en pleurer. Moi, je vais essayer de vous faire rire, même si le sujet s'y prête de moins en moins, et que ce sont nos libertés qui sont en jeu. Et vous savez quoi? Eh bien, profitons-en pendant qu'il est encore permis de rire, sans attestation ou sans devoir respecter certaines heures. Générique. Pour suivre l'actualité, on est presque obligé de passer en revue à la vitesse de l'express, faute de quoi, paf, on a raté une guerre. C'est embêtant, surtout quand on est en guerre. Alors donc, par exemple, le professeur Fourtillan a été interné en hôpital psychiatrique apparemment contre son gré. Bon, là, c'est encore une affaire qui méritera d'être réactualisée. Choisissez donc bien vos sources d'informations parce que des choses ont changé. Mais pour plus d'informations, justement, je vous propose une fiche de suggestion que vous trouverez ici quelque part au-dessus et qui vous donnera donc de plus amples renseignements eux-mêmes à réactualiser, comme je vous l'ai expliqué. Alors, pour rappel, cette sommité avait participé au documentaire Hold Up, considéré comme une bombe atomique de complotisme. Mais avec ça, c'est Éric Zemmour qui a eu une réflexion intéressante. Il disait, s'il n'y a pas de complot, en tout cas, on a tout fait pour nous y faire croire. Alors là, tu parles, ce n'étaient pas les acteurs, les contradictions, les incompétences suspectes, les censures aberrantes, les décisions liberticides répétitives, les mensonges, les conflits d'intérêts, etc., qui manquaient. Bon, je vous ai déjà parlé du docteur Pascal Sacré, cet anesthésiste réanimateur qui a été licencié en pleine deuxième vague du Covid, simplement pour la divergence de ses idées. Le professeur Perron aurait maintenant lui aussi des ennuis, certains prétendent qu'il aurait été radié, Jean-Luc Gallat avait déjà été écarté, le professeur Toubiana a lui aussi eu des ennuis. Ne devrait-on pas croire que la police de la pensée unique aurait du travail? À noter qu'au sujet du professeur Perron, également, il y a des réactualisations en cours. Je vous invite donc à en prendre connaissance, toujours en choisissant vos sources d'informations avec pertinence. On nous sort maintenant un complet revirement de situation en Suède, où nous dit-on, ils avouent avoir échoué. Pour rappel, la Suède faisait figure d'exception dans sa gestion de la crise en ne pratiquant pas de confinement, pas d'obligation du port du masque, pas de fermeture ou presque, bref, pas d'effondrement économique du pays et jusqu'ici, tout se passait relativement bien, c'est-à-dire que leur nombre de morts restait très enviable, pour autant que l'on puisse parler ainsi, bien entendu. Le nombre de morts en Suède a cruellement augmenté et la situation dans les hôpitaux s'est aggravée en raison de l'abondance du nombre de cas. Mais ne doivent-ils pas se consoler en se disant que s'il ne s'agit que de cas et non de malades gravement atteints, on nous a déjà fait le coup? Le cas échéant, il conviendrait donc de contrôler le niveau de cycle d'amplification des tests PCR pour avoir peut-être un tableau plus rassurant. Mais il ne faut pas rire avec la mort, et la Suède en comptait ce jeudi 7893, en comptant les 1200 dernières victimes depuis le début novembre. Ok, la Belgique et la Suède ont à peu près la même population. En Belgique, nous comptons maintenant 20 000 morts. Si on veut se montrer relatif et pragmatique, en suivant notre moyenne, il suffira d'une quinzaine de jours pour égaler les dernières pertes suédoises réparties sur un mois et demi. La Suède n'atteindra alors pas encore la moitié de nos pertes, mais sa situation restera clairement supérieure à la nôtre sur le plan sociétal, convivial et économique. Gardons bien à l'esprit que la Suède n'a pas encore atteint, malgré sa récente recrudescence, le nombre total de nos morts dénombrés seulement en maison de repos en Belgique. Vous voyez donc comment il est tout à fait possible de relativiser l'information. Un sujet beaucoup plus léger à présent, histoire de détendre l'atmosphère, ce sont nos vétérinaires qui le disent, les personnes atteintes du Covid doivent éviter de promener leurs chiens.
Une rumeur avait circulé sur les réseaux sociaux prétendant que nos amis à quatre pattes allaient devoir porter le masque, où évidemment une grosse vague d'indignation et de protestation s'en est ensuivie. Mais tout compte fait, il ne faudrait pas prendre cela à la légère. Il est potentiellement vrai que le fait de promener son toutou augmente les risques de contact et donc de contamination si l'on met cette masque. Oui, c'est la contraction entre menace et masque, un néologisme un peu comme les moujons, les moutruches, vous vous souvenez? Oui, ça me crève le cœur. Donc si on met cette menace à exécution, cela risque de donner des idées à certains. À quand les masques pour canaris ou poissons rouges? Bon, il est vrai que c'est plus difficile à promener. Mais ne vous étonnez pas trop si vous voyez bientôt des gens se balader avec la cage de Titi ou le bocal de Bubu. Là. Moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Bon. Les colombophiles se font d'ailleurs déjà pas mal de soucis pour le franchissement des frontières. D'autres se demandent, mais finalement, quels sont les animaux que nous visons? Autre chose, mais toujours pour les animaux, peut-être le saviez-vous déjà, mais la Belgique, et pas seulement la Belgique, connaît non seulement une épidémie de Covid, mais aussi de grippe aviaire. On est beau si cela touche aussi les dindes. Alors moi j'ai imaginé un truc pour se tirer d'affaire et couper la poire en deux. S'il faut se passer de la dinde, et que celle-ci est aussi la pièce maîtresse, bon, laissez tomber. Je vous ai aussi parlé de ces masques transparents qui faisaient fureur, pas seulement en Allemagne ni en Asie. Oui, bon, ça m'a échappé, c'est juste une question de liaison en français correct, c'est inattaquable. L'une de leurs publicités avance que désormais les époux peuvent se voir sourire librement. C'est pas beau ça? Non mais, ça veut donc dire qu'il y en a qui pensent sérieusement que les conjoints portent le masque chez eux. Et le problème, c'est que je pense sérieusement qu'il y en a qui le font. Est-ce que l'on ne devrait pas comprendre, au travers de cette avancée commerciale spectaculaire, que la fin du port du masque n'est pas pour demain? Et donc, dans ce cas, l'utilité du vaccin? Et si le vaccin devait fonctionner, quelle serait alors l'utilité du masque? Au fait, vous avez remarqué que sur certaines boîtes d'emballage, la fameuse inscription "Ne protège pas du Covid" avait disparu? Elle était pourtant bien présente tout au début, non? On aurait changé quelque chose au masque que l'on nous vend? N'y aurait-il pas un lézard ou un varan? On change complètement de sujet. Dernièrement avait lieu à Paris une grande manifestation contre la loi de sécurité globale. C'était la marche des libertés, laquelle se voulait pacifique. Elle réunissait facilement 10 000 participants, peut-être 20 000, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait du monde et que les CRS en équipement complet étaient à peu près aussi nombreux. J'ai assisté au reportage de la chaîne Vécu derrière mon écran et donc je ne peux vous livrer qu'une vision un peu subjective des événements. Mais vous allez voir que cela aura finalement peu d'importance. Il se fait que dès les premières images auxquelles j'ai eu droit, bien, ces images ont été celles d'un homme au visage ensanglanté et qui pourtant continuait de jouer du tambour. Il se fait aussi qu'avant même d'avoir parcouru 100 mètres, les premières charges de la police ont eu lieu apparemment sans aucune raison. En tout cas, moi, je n'en ai vu aucune, mais laissons le bénéfice du doute en faveur des policiers qui, eux, étaient sur place. On aurait été en droit de croire que les provocations venaient de la police, ce qui aurait quand même été assez incroyable. Mais je vous l'ai dit, mon témoignage à distance n'a que très peu de valeur, même s'il se trouve confirmé par les commentateurs qui, eux, étaient présents sur place. Mais il va y avoir mieux, beaucoup mieux. Or donc, dès les premiers instants, des interpellations ont eu lieu, des gens ont été transportés en panier à salade, menottés, baladés pendant des heures d'un commissariat à l'autre sans recevoir la moindre justification. Les CRS ont tout de même commis une petite erreur dans leur procédure pour le moins étonnante. C'est qu'ils ont embarqué en même temps un avocat. Et faut-il le dire, cet avocat qui faisait partie d'un collectif de collègues va se faire un plaisir d'entamer les poursuites qui s'imposent. Quand je vous disais que les choses allaient de plus en plus vite, désormais, on peut se passer de plaignant, puisque les maîtres des barreaux jouent très bien ce double rôle, et l'on peut supposer que le cas d'espèce mènera les fautifs derrière les barreaux.
c'est un coup de maître. Dans la même chaîne, vécue, celle de Gabin, que je salue au passage, deux paramédics, ces espèces de secouristes qui soignent aussi bien les manifestants que les policiers, ont été interviewés et ont pu relater aussi leurs interpellations plutôt étonnantes. Eux aussi ont donc été emmenés, sans doute parce qu'ils avaient commis le crime d'être là. Eux aussi ont été menottés, maltraités, c'est aussi le titre d'un documentaire ça, et leur matériel a été confisqué provisoirement. Sauf qu'on a aussi oublié de leur restituer une partie pour une somme approximative de 1500 euros. À ce tarif, est-ce que ça ne deviendrait pas un peu dissuasif de soigner même les policiers? On va rester dans le domaine de la justice avec cette affaire de drones qui allait survoler nos maisons à la recherche de lockdown parties, du moins en Belgique. L'un des problèmes qui se posait était que ces drones auraient été équipés de caméras thermiques et que cette technique d'espionnage de haut vol, si j'ose dire, risquait de se montrer très intrusive, voire une menace pour nos vies privées ou ce qu'il en reste. Le sujet a bien sûr fait polémique, d'autant qu'un représentant de la police signalait dans le même temps que dans 80% des cas, les participants des rassemblements festifs étaient sanctionnés via la délation de ce que ce monsieur considérait comme de bons citoyens. Vous comprendrez certainement que je me doive de rester dans le politiquement correct et que je ne puis donc pas cautionner ce type de comportement. Je parle donc des rassemblements festifs clandestins qui présentent évidemment des risques sur le plan sanitaire. Il n'en reste pas moins vrai qu'en ce qui me concerne, plutôt que d'utiliser le terme de bons citoyens, en l'occurrence à propos des délateurs, je les qualifierais plutôt de bégonias, et ceux qui auront vu l'excellente série De l'autre côté, c'est le titre, disponible sur Netflix, me comprendront. Mais revenons-en à nos drones. Il se fait qu'en finale, ce procédé a été refusé. Ouf, diront certains, sauf peut-être les chiens s'ils sont masqués. Donc la police n'a toujours pas le droit d'entrer dans les habitations comme elle le fait en Australie, sauf en cas de flagrant délit ou bien avec un document spécifique émanant d'un juge. Bonne chance pour en disposer légalement en plein réveillon de Noël. Mais pas si vite, mes gaillards, car le vol des drones n'est pas interdit pour autant. Et bon, ça ne veut pas dire qu'on peut voler des drones. Enfin, vous m'avez suivi. Euh, il l'est seulement dans le cas spécifiquement cité précédemment. Le survol de routine reste donc toujours possible, et la police pourrait donc toujours constater des visus indirects l'existence d'un rassemblement suspect. Ce serait évidemment moins précis, et la question se poserait de savoir si les drones peuvent être considérés comme des personnes assermentées. Mais en fait de personnes, on sait que l'on dispose de 80% de bégonias, 80% de petites fleurs, des roses de Noël, quoi. Est-ce que l'on ne leur ajouterait pas un S à ces roses? Il va bien falloir en venir au sujet grave, comme si ce qui précédait n'était que broutilles. Vous allez voir qu'il y a moyen d'en avoir des frissons dans le dos et qu'il s'agit d'un très sérieux avertissement pour un futur très proche. Cette histoire, cette histoire de dire que si vous vous dites, comme tout le monde, que 2020 aurait été une très mauvaise année, à oublier au plus vite, eh bien, en regard de ce qui nous attend, ce n'était encore que l'apéritif. Mais avant cela, je vais vous présenter deux livres qui méritent d'être lus. Il y a tout d'abord celui d'Olivier Piacentini, que je vais vous montrer ici, voilà, comme ça, qui s'intitule donc Le mirage du mondialisme et dans lequel je découvre tous les jours des perles de culture et même de contre-culture. Il faudra que j'y revienne dans une autre vidéo. Ce sont des perles de contre-culture donc qui expliquent magnifiquement comment on en est arrivé là, avec une quantité de petits systèmes, de petites astuces apparemment anodines, des événements qui peuplent notre quotidien et auxquels nous ne faisons pas attention. C'est vraiment très intéressant. C'est aussi une très bonne idée cadeau. Ça permet aussi de comprendre le rôle du show business et comment nos gouvernements peuvent se trouver embrigadés, malgré eux, dans un imbroglio où se mêlent à leur tour des milieux très louches, le tout influençant considérablement la politique, et malheureusement quand la politique se mêle de santé, cela devient vite pathologique ou du moins pathétique, et j'ai envie de dire qu'avec toutes leurs réunions, c'est eux qui boivent, mais c'est nous qui trinquons. Enfin, il y a parfois ce que l'on pourrait appeler un juste retour des choses, du moins à en juger par les nouvelles concernant la santé d'Emmanuel Macron. Je ne lui souhaiterai pas de mal, car ce n'est pas dans mes habitudes et ce ne serait pas bien. Mais en guise de conseil,
Je vais quand même lui dire de faire attention à l'absentéisme au travail, qui est toujours très mal vu du patron. Bon, évidemment, dans le cas présent, le patron, c'est lui. OK. Mais politiquement parlant, l'avenir semble bouché à partir de 2022, non? Mais soyons conciliants et de bons conseils. T'en fais pas, Manu. Si en 2022 tu n'as plus de travail, c'est pas un problème. Il suffit de traverser la rue. Alors, le deuxième livre que je voulais vous présenter, et à acheter comme le premier de préférence chez votre libraire, c'est L'inconnu du 17 mars de Didier Van Coelaert, que je vous présente. Il est facile à lire et de circonstance, agréable et bardé d'humour, et il présente le cas d'un SDF dans la situation particulière d'un confinement dans la rue. Sauf qu'il rencontre par accident, et c'est le cas de le dire, l'une de ses ex. Et sauf que l'ex en question est surtout une extraterrestre. J'ai envie de dire que ce livre est un monument, presque un monolithe, mais j'y reviendrai. Ah, j'allais oublier un détail particulièrement important, l'extraterrestre en question revendique la paternité du virus. Là aussi, c'est tout un sujet sur lequel il va falloir revenir. Alors donc, les sujets graves dont je voulais vous parler, je vais vous le dire franco, me proviennent de la chaîne de Florian Philippot, ex-député européen. Je ne fais pas de politique, je préfère le préciser tout de suite, je ne suis pas français, donc il n'y a pas de prosélytisme, en l'occurrence, je ne me base que sur ses propos. Et ce monsieur nous informait dans l'une de ses dernières vidéos de ce que dès le 1er mars, allait être mise en place une justice pénale fédérale et européenne. Alors là, c'est tout particulièrement important parce que si c'est vrai et que ça se réalise, cela signifierait qu'existerait du jour au lendemain une nouvelle justice autonome qui se juxtaposerait à la justice traditionnelle et ce serait évidemment la porte ouverte à tous les abus liberticides que vous pouvez déjà imaginer. C'est tout simplement une horreur. Il a utilisé le terme de monstruosité et il me paraît effectivement tout à fait approprié. Nous serions pieds et poings liés, sans recours possible, tout serait permis contre nous et je ne dois pas vous faire un dessin, c'est le genre de choses à éviter à tout prix et qui semble pourtant bel et bien nos programmes. Mais il existe aussi son alter ego, pas mal non plus en son genre. Il s'agirait d'une armée fédérale européenne, j'ai bien dit une armée, également autonome et indépendante. Alors entendons-nous bien, cette armée existerait donc en marge de celle déjà existante. Florian Philippot l'appelle la 28e armée et elle serait là sans le moindre souci de souveraineté nationale, ce qui est bien un développement mondialiste, ça. Elle serait là, en fait, afin de mater toute rébellion, toute manifestation, toute insurrection. Vous voyez où est-ce qu'on veut en venir? Alors, soyons clairs, si ces choses devaient exister, et je ne vois vraiment pas pourquoi M. Philippot les aurait inventées, sauf au prix d'un mensonge dicté par une politique rassembleuse, qui, le cas échéant, présenterait le grand risque de se retourner contre lui si cela devait s'avérer faux, donc politiquement ce serait un risque inconsidéré. Si ces choses devaient exister, donc, alors nous serions dans de beaux draps, et cela signifierait aussi clairement que nous ne sommes résolument plus dans une sphère de décision sanitaire, mais bien dans un ensemble de décisions politiques clairement orientées vers l'établissement d'une dictature. Or, ces derniers mois, tout ce que l'on voit se dessiner devant nos yeux semble confirmer pleinement cette impression. Voilà, ces propos tiennent lieu d'avertissement quant à une menace potentielle extrêmement grave et imminente. Elle est même datée avec précision. Voilà, on arrive tout doucement au bout de cette vidéo que j'ai voulu relativement courte. Il est vrai que les plus courtes sont les moins longues. Et vous savez donc désormais quelles sont les nouvelles qu'il faut particulièrement prendre en ligne de compte parce que certaines choses sont particulièrement inquiétantes et nécessitent, me semble-t-il, une réaction populaire. Euh, il vous appartiendra de déterminer laquelle. J'ai d'ailleurs imaginé pour une prochaine vidéo un guide de survie, par exemple, au Covid-19, spécialement à l'usage de l'année 2021, que d'ores et déjà, je vous souhaite excellente.
Ah, il faudra faire avec, évidemment. Mais avant ça, il y aura la Noël. Et là, je vais vous souhaiter également, déjà maintenant, parce que je ne pense pas que je ferai encore une autre vidéo avant, je vous souhaite déjà donc une excellente fête de Noël. J'ai envie de vous dire joyeux Noël à tous, mais dans les circonstances présentes, ça risque d'être relativement limité. Après tout, bon, ce qui est important, c'est pas tellement le commerce. Le commerce appartient au consumérisme, un principe fondamental du mondialisme. Donc c'est un point à ne pas trop oublier. En fait, c'est pas trop important d'avoir des guirlandes, des trucs lumineux, il y a tout un tas de tralala que vous allez acheter à gauche, à droite dans le magasin. C'est bien pour les commerçants, bien entendu. Mais ce qui est surtout important, c'est l'esprit de la fête. C'est ce qu'on est occupé de célébrer. Et là, on célèbre en fait donc, pour la Noël, la naissance du Christ. Peut-être un petit mot à propos de ce mondialisme-là, justement. Il se fait que le consumérisme, par excellence, c'est un procédé par lequel on réduit l'individu à une valeur marchande, un individu destiné à procéder à des achats compulsifs de manière pratiquement permanente. Le but, c'est de faire du fric avec tout et n'importe quoi, y compris le corps humain par donc le trafic ou le commerce d'organes, par exemple, ou par la prostitution, par le vin, pour tout ce que vous voulez. Tout est imaginable pourvu que l'on puisse le transformer en argent. Pourquoi? Bien parce que le consommateur a tendance à se faire son petit paradis terrestre en direct, donc bien avant la mort qui aboutit au paradis promis, mais qui reste hypothétique. Il se fait donc son paradis terrestre en pensant pouvoir l'atteindre grâce à l'accumulation de biens matériels qui finalement donc sont relativement dérisoires. Ça peut varier du simple petit bibelot jusqu'à l'appareil hyper connecté, le plus sophistiqué que vous pouvez imaginer. Les possibilités sont évidemment très nombreuses. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, c'est aussi un procédé sataniste. Le procédé sataniste, c'est par exemple celui qui propose aux individus aussi un paradis terrestre, si on peut dire, en tout cas directement accessible, sans devoir passer par cette transition pénible de la mort. Donc la jouissance directe, mais là ça se fait donc au terme d'un pacte dans lequel bon, ben, il y a évidemment des embrouilles, l'individu qui réalise le pacte se fait bien berner aussi, mais enfin bon, il en profite directement, et là on hypothèque complètement ce qui va s'en suivre. Il ne faut pas oublier que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Donc, encore une fois, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Euh, Essayez de vous amuser le plus possible, de vous détendre aussi, de penser un petit peu à autre chose que toutes ces histoires de Covid. Plein de bonnes choses. À la prochaine. Salut.